Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce slot où je vais vous présenter le syndrome de l'imposteur chez le développeur logiciel. Alors, je m'appelle Sarah Buisson, je travaille à Xebia depuis Publicis Sapiens depuis 5 ans maintenant. Je suis développeur depuis 8 ans et je suis passionnée de Java et de craftsmanship. J'ai une expérience un petit peu personnelle avec le syndrome de l'imposteur que je vais vous faire découvrir. Alors, donc concrètement, le syndrome de l'imposteur, en fait, il va s'agir d'un manque de confiance maladif envers ses capacités à réussir. Dans l'entreprise, ça va se traduire en fait par la personne a l'impression de ne pas avoir les compétences requises pour mériter son poste. Le problème, c'est que c'est une impression qui est majoritairement dans sa tête, en fait. Ses collègues et chefs d'équipe ne remarquent pas un manque de compétences particulier, voire pas de problème du tout, voire même le tiennent dans une certaine estime. Du coup, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur va expliquer le décalage de sa vision à lui qu'il a de la réalité et la vision qu'en ont ses collègues par le fait qu'il n'a pas réussi à communiquer efficacement de quoi il est réellement capable, par le fait qu'il a d'une certaine manière mal guidé ses collègues concernant son véritable niveau de compétence, qui pour lui revient à faire à la même chose que s'il leur avait menti, s'il avait essayé de les manipuler, en gros que s'il avait essayé de monter une imposture. C'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur, parce que la personne a l'impression chronique d'être un imposteur, en fait. Il va avoir une peur en permanence d'être démasqué, en fait. À chaque fois qu'il va faire l'échec, ce qui va faire qu'il va vraiment avoir peur à la moindre erreur, le moindre problème, le moindre bug va être un drame pour lui. Il va avoir peur à la fois de se tromper, mais également avoir peur que son, entre guillemets, ce qu'il considère comme une imposture explose et que ses collègues lui reprochent nommément en fait, de les avoir trompés. C'est un petit peu différent du manipulateur dans la mesure où l'imposture, d'une part, n'existe pas vraiment, mais surtout est extrêmement involontaire. Le manipulateur va se sentir grandi par le fait d'avoir réussi à tromper ses collègues, qu'il considère comme stupides. Par contre, l'imposteur, lui, va avoir le sentiment que c'est parce qu'il est incompétent, en fait, qu'il a réussi à involontairement mentir à ses collègues. Il ne va pas en tirer un surplus de confiance en soi, ça va au contraire être une preuve supplémentaire pour lui qu'il est un imposteur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment d'être un imposteur et quelles sont les conséquences sur la vie de travail au quotidien? Concrètement, à la base, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un dérèglement majeur des mécanismes de gestion de la confiance en soi. Habituellement, on rencontre une victoire, une réussite, ça dote notre estime de soi et la confiance qu'on a en ses compétences. Le problème, c'est que la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur n'a pas, à la base, suffisamment confiance en ses propres capacités pour leur attribuer l'origine des succès qu'il va obtenir, en fait. Il va attribuer ça à tout un tas d'autres causes, la chance principalement. Il a plus d'expérience, donc c'est normal qu'il ait réussi. Ses collègues, il a une super équipe, ses collègues l'ont aidé. Tout un tas de raisons autres que lui-même, ce qui va augmenter d'autant son sentiment d'être un imposteur à chaque réussite, à chaque compliment. Et au contraire, diminuer encore plus le peu de confiance en soi qu'il a déjà, en fait. Alors, à l'origine, il y a souvent déjà de base, pour tout un tas de raisons, une faible estime de soi en général, pas forcément dans le domaine professionnel, mais également dans tout un tas d'autres domaines. Généralement, ça commence en fait avec une difficulté rentrée dans le passé. La personne a eu dans le passé, dans une précédente mission, une énorme confiance en elle, mais il y a eu un problème. Il a rencontré un problème, il s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi doué qu'il ne l'avait pensé. Typiquement, il pensait qu'il était le meilleur à la sortie de ses études, et puis lors de sa première mission, crac, ça ne s'est pas passé aussi facilement qu'il ne le souhaitait. Et du coup, ça va le suivre pendant toute sa vie professionnelle, en fait. Il aura, de manière générale, en fait, tendance à surévaluer les points d'incompétence, la moindre incompétence qu'il aura, il aura tendance à la surévaluer et à faire que ça déborde sur ces autres domaines, de manière générale. On me pose la question souvent, est-ce que c'est un syndrome d'imposteur ou c'est juste un manque de compétences à la base? Alors c'est assez difficile de répondre en fait à cette question-là. Généralement, le problème, c'est davantage que la personne qui souffre du syndrome d'imposteur a du mal à admettre que tout le monde ne sait pas tout.
et à appliquer ce principe-là à lui-même, en fait. Il a souvent également, de manière générale, un problème de soft skills, ce qui explique pourquoi il pense qu'il a du mal à s'exprimer, il peut avoir des difficultés légères à s'exprimer, ce qui explique souvent pourquoi il pense qu'il a involontairement en fait, menti à ses équipiers. En fait. C'est parce qu'en fait, il attribue ça sur, encore une fois, un échec dans ses capacités de communication. Alors, ce n'est pas sans conséquence, d'une part, sur la personne en elle-même. Elle va s'attendre en fait à tout moment à être démasquée par ses collègues et qu'on lui reproche de manière assez agressive les échecs. Du coup, elle va être très très stressée, mais en cas d'échec, ses collègues la catastrophe qu'ils redoutent ne va pas arriver. Ses collègues vont rester généralement assez tête froide et ne vont pas forcément attribuer le dernier bug en prod à son niveau d'incompétence qu'ils considèrent comme monstrueux. Du coup, ça va recommencer à nouveau. Il ne sera jamais démasqué et du coup, son stress va se renouveler en permanence. Ça peut avoir des effets sur sa santé mentale. Il va être extrêmement angoissé, des problèmes d'insomnie, de dépression, de burn-out, ce qui finit généralement par avoir des impacts physiques, souvent des problèmes de ventre et des problèmes de tachycardie à force de stress. C'était que ça, mais il y a également assez souvent des problèmes, des répercussions sur l'équipe, car vous avez l'un de vos coéquipiers en fait, qui a une peur assez importante du reste de l'équipe qu'il soit démasqué. Ça va être quelqu'un qui va demander assez peu de feedback, qui ne va pas demander de l'aide quand il va être bloqué, qui va essayer généralement d'échapper autant que possible au pair programming et au code review, car elle est persuadée qu'on verra son manque de compétences dans ces étapes-là. Voire même, c'est là l'un des plus gros problèmes, la personne est déjà persuadée d'être un manipulateur, en fait. Elle peut avoir assez peu de scrupules à en devenir réellement un, typiquement, par exemple, en masquant une erreur qu'il aurait faite, ce qui peut avoir des conséquences assez dramatiques sur les projets informatiques, comme vous le savez tous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le syndrome de l'imposteur? Pour savoir si on en souffre ou pour savoir si on en souffre? Ce n'est pas forcément facile, parce qu'en fait, il existe différentes formes du syndrome de l'imposteur. Alors, la plus fréquente, c'est l'hyperactif. Alors lui, il va compenser ce qu'il considère comme un manque de compétences par sa force de travail qui est quasiment herculéenne. Il va être sur tous les fronts, il va avoir plusieurs giras simultanément, il va s'imposer d'énormes critères de travail à la fois en termes de quantité et de qualité. Paradoxalement à ça, ce qui fait qu'il n'est pas forcément facile à détecter, il n'est pas forcément productif, vu qu'il aurait tendance à être sur tous les sujets en même temps, il peut avoir des difficultés à en clôturer et être assez sujet à des problématiques de burn-out. Il peut aussi avoir tendance à refuser des promotions qu'on lui donne simplement pour essayer de garder sa charge de travail qui est à un niveau maintenable en fait. De manière assez contradictoire, il finit généralement par évoluer par le profil du syndrome de l'imposteur dit du timide. Alors lui va tout faire pour ne pas se faire remarquer. Il est persuadé que s'il attire l'attention sur lui, il va automatiquement être démasqué. Du coup, c'est quelqu'un qui va peu parler, qui va peu donner son avis aux réunions, peut participer à la machine à café, peut solliciter ses pairs et peut s'investir. En conséquence, il va avoir assez peu l'occasion d'avoir des succès qui vont être remarqués, contrairement à ses collègues, ce qui va lui donner encore plus l'impression d'être mauvais dans son travail. En cas de succès, il a toujours une excuse, il pense que c'est toujours lié à la chance. C'est la personne que vous avez rencontrée qui se décrit comme étant la plus chanceuse au monde, ou alors que l'aide de ses collègues. Dernier profil assez fréquent, c'est le syndrome de l'imposteur accusateur. Alors lui, on va dire que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc son meilleur moyen de se défendre d'être un imposteur, ça va être de prouver que c'est tous les autres les imposteurs. Alors concrètement, ça se passe à gros coups de git blame et de finger pointing. En cas de problème en prod, ça va être le premier à chercher un coupable, mais pas forcément la solution. Vous vous doutez bien que ça fait une très très bonne ambiance dans l'équipe. Le problème en fait avec cette personne-là, c'est qu'il est il est extrêmement critique avec les autres, mais il est encore plus critique avec lui-même en fait. En cas de réussite, il ne va jamais considérer ça comme des réussites, mais comme un énième échec. Ça ne va jamais avoir été fait aussi vite qu'il ne l'aurait voulu, même si c'est fait dans les temps. Ça ne va jamais répondre aux critères de qualité quasiment inatteignables qu'il s'applique, en fait. C'est pour ça c'est comme ça que son syndrome s'entretient. Alors,
D'autres formes plus rapidement, le plaintif qui va se défendre d'être un imposteur en expliquant, se plaignant très régulièrement de son manque de compétences. On a l'impression qu'il cherche des compliments, c'est assez embêtant. Le pessimiste nombriliste, alors vous avez certains de vos collègues qui s'attribuent les réussites des autres, lui il va s'attribuer les échecs des autres en fait. Quoi qu'il arrive, dès qu'il y aura un problème, il va considérer que c'était de sa faute. Puis enfin, un dernier profil assez fréquent aussi, l'idéalisateur indigne. Alors lui, c'est pas tant qu'il se considère comme étant mauvais que qu'il considère que tous ses collègues sont exceptionnellement bons et bien plus doués que lui, bien meilleurs que lui dans leur travail. Alors, j'ai décrit beaucoup de monde. Vous avez peut-être reconnu certains de vos collègues dans ces descriptions-là. Vous êtes peut-être même reconnu vous-même. La raison, en fait, c'est que le syndrome de l'imposteur est extrêmement fréquent chez les développeurs, en fait. Il y a pas mal de raisons à ça. Déjà, de manière générale, c'est assez difficile de capitaliser sur nos succès, en fait. Le code qu'on a écrit, rien ne nous dit que la QA va pas nous remonter en erreur dans 5 minutes. Rien ne nous dit que dans 5 ans, ça ne va pas faire exploser la prod. De manière générale, aussi, il y a la problématique d'être en apprentissage permanent. On alterne les moments où on a l'impression de tout savoir et ceux où on se rend compte qu'en fait, non, on a encore énormément à apprendre. On a énormément de parcours différents aussi. Il y en a qui ont fait des écoles d'ingénieurs, d'autres des IUT, certains qui sont en reconversion professionnelle. On a tout un tas de compétences très très variées, très différentes suivant les personnes, en fait, ce qui nous donne toujours l'impression qu'il y a des domaines entiers que nous sommes incapables d'appréhender. Enfin, on a le mythe du vrai développeur. Vous savez, ce développeur qui connaît toutes les technologies, qui connaît chaque ligne du projet, qui fait de l'open source sur son temps libre et surtout qui n'écrit jamais de bugs. On pense que c'est tous le développeur qu'on devrait être, mais la réalité, c'est que pratiquement aucun de nous n'est réellement ce développeur idéal. Puis enfin, dernier point, quand on utilise notre cerveau comme outil de travail, c'est quand même assez difficile de ne pas prendre personnellement les erreurs qu'on code, en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Il y a différentes solutions. C'est pas forcément facile. Le plus important et le plus dur, en fait, c'est d'avoir conscience du syndrome du développeur. Avoir conscience que c'est un problème qui existe, avoir conscience que c'est un problème dont on peut souffrir soi-même. Ensuite, les solutions évoluent par syndrome, suivant les syndromes que vous avez. Par exemple, pour les hyperactifs, évitez de leur faire des compliments. Ils vont attribuer ça, leur succès, à leur charge de travail, ce qui va les faire travailler encore plus. Essayez plutôt de leur expliquer précisément quel est le niveau de qualité de travail qu'ils attendent, qu'on attend d'eux, en fait. Pour les timides, ça va être au contraire d'essayer d'accumuler les victoires pour doper leur confiance en soi. Alors ça commence doucement, pairer ensemble, faire quelques katas, et puis augmenter en difficulté, faire des side projects, animer des conférences, par exemple, en fait. De manière générale, ce qui est important, c'est d'essayer de valoriser la transparence, de pairer et de créer un climat de bienveillance au sein de l'équipe, afin de montrer à l'imposteur en fait qu'il n'y a pas que lui qui se sent incompétent, que c'est un petit peu le cas de tout le monde, que les compétences des uns et des autres se chevauchent en fait, et qu'au final, même en cas d'erreur, ce n'est pas grave, on est une équipe, on est tous capables de la résoudre ensemble. Alors, donc, pour conclure, je vous remercie d'avoir assisté à ce talk sur le syndrome de l'imposteur. En tant que développeur, nous sommes une population particulièrement à risque en fait, de souffrir de ce syndrome-là. Il y avait une étude qui a été faite sur développer.com qui expliquait qu'environ la moitié des développeurs, à un moment ou à un autre dans leur carrière, allaient être soumis à ce syndrome-là. Et environ 10% le sont à un moment donné, en fait, en permanence, actuellement, par exemple. Pour le reste des professions, en fait, c'est environ 5 fois moins fréquent, en fait. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour ce slot. J'ai bien aimé la description des différents types d'imposteurs. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de les trouver? Puisque, si j'ai bien compris, ils essaient de tout faire pour passer le plus discret possible, généralement. Ouais. Comment on peut détecter un imposteur d'un timide, typiquement? Alors, comment peut-on détester un imposteur? Pardon? Détecter, excuse-moi. Détecter, pas détester. Détecter un... Comment peut-on... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour ça ou... Plus facile à répondre. Donc, comment détecter les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur? Et bien, malheureusement, c'est assez difficile, en fait. La personne va principalement manquer de transparence et essayer d'échapper au processus qui augmente la transparence de manière générale.
Mais j'avoue que le plus simple, c'est si la personne s'auto-détecte elle-même, en fait, comme pouvant potentiellement souffrir du syndrome de l'imposteur. C'est davantage comme ça que ça fonctionne pour guérir, malheureusement, qu'autrement, en fait. Elle peut par exemple être opposée à un processus de code review ou essayer de... Ça va être une des personnes qui va assez peu pérer de manière générale. Ou ne pas prendre le clavier en paire. D'autres questions? Merci pour la conférence. Est-ce qu'il existe des faux positifs en tant que qu'il y ait une personne qui dise qu'il a un syndrome de l'imposteur alors que ce n'est pas forcément le cas? Oui, alors je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est typique. Comment, je ne sais plus, je crois que je ne vais pas être capable de vous retrouver facilement. C'est une diapo que j'avais supprimée. Donc oui, c'est tout à fait possible et c'est même assez fréquent. Ça s'appelle, c'est le syndrome en fait de la personne qui va considérer qu'il a toujours plus de succès que les autres. Voilà. Ça compte pas comme une slide, mais vous allez faire comme si. Donc ça s'appelle la... Non, je n'ai pas noté le nom. C'est en gros quand nos compétences évoluent, il y a un moment où on est encore débutant, mais on ne se rend pas compte qu'on est encore débutant et on est persuadé qu'on est le meilleur du monde. En fait, c'est un peu ça, le syndrome inverse de l'imposteur. En fait, la personne en fait ne va se souvenir que de ses succès, voire même s'attribuer ceux des autres et rejeter sur la responsabilité des échecs sur les autres. En fait, en revanche, c'est un peu ça le syndrome de l'imposteur et c'est assez fréquent. Je vous remercie tous de votre attention. C'était le syndrome de l'imposteur.